Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Politicus, le podcast qui interroge la politique fribourgeoise. Je suis Leonardo Gomez-Mariaca, président des Jeunes Verts libéraux fribourgeois, pas un journaliste donc, et pas neutre non plus. À travers ce podcast, je vais interviewer un certain nombre de politiciens, de politiciennes, de membres d'associations et de personnalités qui forment ensemble la ligne politique du canton. Cette deuxième partie sera dédiée à l'actualité. Nous discuterons de la guerre en Ukraine, de la loi sur le cinéma, de l'échec de l'accord cadre avec l'Union européenne ou encore de la transition énergétique. Merci à toutes et à tous, vous écoutez Politicus. Je propose, on va revenir sur votre fonction publique un peu plus tard parce que je veux qu'on parle un peu d'actualité avant ça et ensuite qu'on se batte un peu sur la Netflix, sur Frontex aussi, j'ai rajouté sur ces citoyens. Avant ça, on va revenir un tout petit peu sur la guerre en Ukraine. Alors, je ne suis pas spécialiste géopolitique, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas simplement sortir la phrase « c'est une tragédie » et continuer comme cela parce que c'est assez évident et très explicatif en soi. Ma question c'est, il y a eu une espèce de surprise générale du monde politique, mais aussi du monde civil sur ce coup-là, mais le monde civil attaque un peu le monde politique, j'ai beaucoup entendu ça, et vous me direz si vous êtes d'accord, sur le fait, est-ce qu'on ne pouvait pas le savoir, est-ce qu'on ne pouvait pas se rendre compte qu'il risquait d'avoir quelque chose, quand on sait finalement qu'en 2014, on a déjà eu une invasion de la Crimée, quand on sait que je vais dire plutôt le régime de Poutine plutôt que les Russes, car par respect au fait qu'énormément de Russes se battent contre cette situation, notamment à Moscou. Mais quand on sait que le régime de Poutine a augmenté depuis des années l'armée, a redonné de la puissance au budget militaire, a aussi fait des tests pour savoir s'il pouvait se déconnecter d'Internet, si finalement il y avait des prémices, ils ont aussi acheté pas mal d'or, des réserves, il n'y avait pas des prémices qu'il pouvait se passer quelque chose. Est-ce que maintenant, on n'a pas ce temps de retard qui vient de nulle part, où on est tous en aberration? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose? Et si on avait pu faire quelque chose, la raison pour laquelle nous n'avons pas agi, est-ce parce que, pour des raisons économiques et non humaines, c'est-à-dire, attendez, ils ont le gaz, attendez, c'est une grande puissance à côté de chez nous, que voulez-vous en tant qu'Europe, autant qu'à la limite, si on veut nous assimiler en tant que pays occidentaux, que vouliez-vous qu'on fasse? Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on répond à ça finalement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est toujours facile de voir après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit assez facilement, mais en fait, c'était évident qu'il risquait d'avoir une catastrophe et personne ne l'a cru. Je vais quand même reprendre un terme que vous avez dit, tout le monde le dit. Mais je vais le dire parce que je le perçois vraiment comme ça. D'abord, c'est une vraie tragédie. C'est une vraie tragédie pour l'ensemble du continent européen. Une fois de plus aussi pour les valeurs que nous pensions être communes sur ce continent européen, qui sont celles de démocratie, qui sont celles de droits humains, qui sont celles aussi de règlement des problèmes politiques par la négociation. C'est une tragédie, je vais aussi le dire d'un point de vue un peu personnel, parce que j'aime ce pays, j'aime la Russie, j'aime l'Ukraine, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays, aux confins du pays, peu les grandes villes, mais dans les confins. Et en fait, ce qui nous a sidérés, je crois aussi, c'est que personne n'imaginait la guerre être semblable à celle en fait, de la dernière guerre mondiale. Tout le monde pensait qu'un nouveau conflit serait un conflit cyber, un conflit d'information, un conflit larvé, si je dis comme ça, avec des groupes d'intérêt. Je ne pensais pas, je dis comme ça, à moins de 2 heures de vol de chez nous, et Kiev est plus proche de nous que Lisbonne, voir un bombardement sur les villes. Oui, on n'a pas pensé possible, je dis parce que c'est peut-être, c'est toute l'expertise, et c'est pas que la Suisse, hein, c'est manifestement l'ensemble de la planète, n'ont probablement pas pensé possible parce que aussi la Russie a été un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de ce point de vue-là, un allié contre le nazisme, point de vue-là, et qu'on n'a pas vu monter cet européanisme, disons cette tendance de
de fondus, de valeurs qu'ils ne partageaient plus non plus disons, de préparation de la guerre. Parce que c'est bien ce qui s'est passé, ils ont préparé la guerre. On ne l'a pas vu, on n'a pas voulu le voir, vous l'avez dit aussi, parce que la Russie participait au G7, la Russie participait au G20, la Russie était membre du Conseil de l'Europe, la Russie était dans disons, un dialogue constant avec aussi d'autres pays. Ce qui montre évidemment un déplacement de la géostratégie mondiale importante, qui ne se déplace pas seulement sur la Russie, mais ça nous en étions conscients, sur des pays comme la Chine, comme l'Inde. Voilà. Donc il y a, de ce point de vue-là, une perte d'influence de l'Europe, de manière assez importante. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le dossier européen, ce qui montre, à mon avis, que la position de la Suisse doit être, pour moi, évidente. Elle est au milieu du continent européen, on partage les valeurs fondamentales, et puis c'est dans la solidarité européenne que nous serons le mieux défendus, mais nous serons le plus forts également, ça je l'ai dit. Mais cette guerre en Ukraine, elle provoque aussi, évidemment, un séisme, d'abord de nos convictions, mais aussi d'un bouleversement socio, cette fois économique, parce que la Suisse, moins que d'autres, quand même il faut le dire, de certains pays comme l'Allemagne, complètement dépendants du gaz russe. Et donc nous avons construit aussi la prospérité européenne sur les livraisons russes, ce qui manifestement a, disons, permis au régime Poutine, parce que pour moi c'est important de faire aussi la distinction ici, de financer, disons, l'effort de guerre qui est en cours maintenant. Ces questions doivent maintenant être clairement dénoncées dans la question du débat, et elles doivent être les réponses que nous apportons sont une ligne directrice pour l'avenir aussi. D'abord, il faut sortir de la guerre le plus rapidement possible, c'est une évidence. Il faut protéger la population ukrainienne. Nous serons confrontés dans nos États européens, donc également en Suisse, par un effort extrêmement important qu'il ne faut pas sous-estimer et qui aura juste une conséquence aussi sur notre vie quotidienne. C'est une évidence aussi, on le voit déjà maintenant arriver. Et puis, aura une conséquence à plus long terme sur la prospérité économique, sur la transition énergétique, sur le rétablissement des forces et je crois aussi sur le dossier européen. Je vous attrape ici pour la transition écologique, notamment sur la transition des énergies, car finalement c'est quelque chose que pas mal d'écologistes de tout parti avaient annoncé en disant mais rendez-vous compte que maintenant nous sommes dépendants des énergies fossiles. On a une source qui s'est coupée avec le gaz, le prix du pétrole a du coup explosé parce qu'il faut l'acheter maintenant du côté occidental à l'Arabie Saoudite, au Qatar et du coup sous-entendu aux Américains. Donc c'est le raccourci que font pas mal de gens que j'entends assez souvent. Est-ce que ça aussi, ça n'aurait pas pu être prévu? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un grand, on vous l'avait bien dit, on vous l'avait bien prévenu de la part de tout le monde, soit sur le dossier russe, soit sur les dossiers écologiques. Je voulais revenir du coup sur cette question de transition énergétique. La France vient d'annoncer on va construire X centrales nucléaires parce qu'on veut notre indépendance énergétique. La Suisse, comment se placer du coup? On a dit en 2050 on sort du nucléaire, ça c'est sur le papier, mais on ne voit pas, ou je ne vois pas et je pense que vous non plus, la Suisse se dire maintenant écoutez on va construire tant de panneaux solaires, tant d'éoliennes ou peu importe la solution qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on va aussi se dire on achète ailleurs? Et si on se dit ça, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un scénario similaire qui se produit à tel moment? Si maintenant on se dit on va remplacer ça par du charbon d'Allemagne, ce qui n'est même pas si intelligent écologiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait énergétiquement parlant quand on constate finalement que nous ne sommes pas, alors nous sommes un petit pays, mais que nous n'avons pas cette industrie, que nous sommes peu capables finalement d'être autonomes énergétiquement? Et que fait-on aujourd'hui avec ça? Est-ce qu'on suit la voie française et on se dit, vous savez quoi, centrale nucléaire pour tout le monde, avec ce que ça implique,
Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets un petit peu du conflit ukrainien, mais on peut y revenir. Je voudrais encore juste dire une chose parce qu'on l'a peut-être, j'ai omis de le dire avant. Ce conflit, évidemment, aura des conséquences énormes aussi sur la population russe. Donc c'est peut-être pour ça aussi que nous n'avons pas pensé que ce soit possible, parce que, évidemment, avec la rupture des liens économiques, la rupture des liens financiers, c'est la population russe aussi qui va entrer dans une crise extrêmement importante. Et les seuls biens jusqu'à maintenant qu'ils peuvent exporter, c'est justement le pétrole et le gaz. Reste à savoir encore combien de temps. Voilà une question. Maintenant, sur la transition énergétique. La différence, je crois d'abord, entre la Suisse et la France, c'est ce que les générations précédentes nous ont légué, c'est la force hydraulique. Nous l'avons de manière extrêmement importante. Elle couvre une part de nos besoins énergétiques qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est importante. Certes, l'énergie nucléaire couvrait une partie également, qu'il faut maintenant remplacer par l'énergie renouvelable, mais pour lesquelles nous avons maintenant, me semble-t-il, un délai sur lequel il faut évidemment accélérer cette transition. Notre problématique, elle est de deux ordres. La première, c'est que c'est en hiver que nous avons un problème. Donc, on pourrait assez aisément se passer de l'énergie nucléaire en remplaçant par le photovoltaïque et les éoliennes, mais je ne sous-estime pas non plus la question des éoliennes, et j'ai moi des points d'interrogation aussi également, parce que je suis assez attentive à la protection du paysage et des sites également, et nous sommes un pays à taille plutôt réduite, mais c'est cette énergie-là qu'il faut maintenant aussi pouvoir remplacer. Nous devons accélérer de manière importante le photovoltaïque, nous devons accélérer la géothermie, nous devons, toutes les autres formes possibles également. Je vous dis où j'ai des points d'interrogation aussi dans ce dossier, c'est lorsque j'entends que peut-être nous devons quand même avoir des centrales à gaz. On retombe de nouveau dans une problématique, mais si c'est préférable au nucléaire, oui, j'entends, mais moi j'ai un point d'interrogation parce que cette décarbonisation de l'énergie dont nous devons aussi parler aussi aujourd'hui. Ce que je dis pour l'énergie, c'est que pour moi, on a dit 2050, moi je dis que tant que la sécurité est garantie pour nos centrales, il ne faut pas le mettre comme l'Allemagne a décidé à la date X, on sort et puis on le fait. Ça me paraît aussi, en fond, une erreur parce qu'il faut que nous puissions gérer, disons, de manière un peu coordonnée les choses. Donc, si nous arrivons vraiment à installer les autres sources d'énergie, si nous arrivons à augmenter la question de l'énergie hydraulique, parce qu'il y a encore des possibilités de le faire, nous pourrons, je crois, compter sans l'énergie nucléaire à partir de 2050 également. Mais je dis aussi, les enjeux et les difficultés sont extrêmement importantes. C'est le deuxième point que j'aimerais souligner. Là aussi, nous avons besoin de relations réglées avec nos voisins européens. Je suis, pour ma part, persuadée, convaincue que nous avons besoin d'un accord sur l'énergie, qui est la meilleure manière de lutter aussi contre les besoins, de lutter contre les manques énergétiques, mais aussi d'avoir une vision commune de la politique énergétique sur le continent européen, étant entendu que nous sommes au cœur de l'Europe, que les tracés les plus importants passent à travers notre pays, et que nous devons aussi pouvoir bénéficier de la production plus élevée dans certains pays européens dans les périodes d'hiver où nous aurions besoin de sources supplémentaires parce que là, les barrages ne nous offrent pas cette sécurité. Alors, en tant que Vert libéral, je suis aussi du coup, d'accord avec vous sur ce côté rapprochement avec l'Europe et voilà, on est assez europhile dans notre parti aussi. Ça qui me permet de faire une transition. Je propose quand même de mettre un pin sur cette guerre en Ukraine parce que je pense qu'il faut en parler un peu plus. Mais pour cette histoire d'accord cadre, vous dites il nous faut absolument un accord cadre sur l'énergie, il nous faut absolument une coopération. J'ai envie de vous dire oui, bien sûr, mais on le voit maintenant avec l'initiative Frontex, on le voit avec les échecs répétés du Conseil fédéral à négocier un accord cadre, pour des raisons que personnellement j'estime encore logiques de la part de l'Europe. Ils n'ont plus l'air de vouloir être amis avec nous, dans le sens que si on n'arrête pas de leur dire écoutez, nous voulons tous les avantages d'une collaboration européenne, mais nous ne voulons pas aider en tout ce qui concerne les crises des migrants. Nous voulons garder notre indépendance sur tel point, notamment juridique, par exemple. Finalement,
pourquoi est-ce qu'il renégocierait un accord avec nous? À l'époque, ça pouvait se comprendre dans une idée finalement, l'Europe était très en vogue quand le premier accord est signé. L'Europe était prête à faire des concessions dans cette idée d'unité. Aujourd'hui, Brexit, certains partent. France, certains le disent haut et fort qu'il faut quitter l'Europe. Le monde se morcelle un petit peu plus. Avec la crise en Ukraine, ça risque peut-être soit de solidifier, soit d'exploser encore plus. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Quelle Europe a intérêt à la Suisse? Pour moi, c'est clair que la Suisse a un intérêt avec l'Europe. Je ne suis pas sûr de l'inverse. Et dans quel cas, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on s'est dit, écoutez, si on n'arrive pas à faire un accord cadre, autant demander à rentrer dans l'espace économique européen. Ça, c'était la position officielle il n'y a pas longtemps. Elle est critiquable. Vous pouvez la critiquer sans problème, mais la question, c'est finalement pourquoi est-ce que l'Europe s'intéresserait à nous aujourd'hui? Premier élément, quand on parle de l'échec de l'accord cadre, oui, c'est l'abandon par le Conseil fédéral des négociations. Il faut quand même le mentionner, parce qu'on était encore en pleine négociation, nous savions les problèmes, disons les questions qui étaient encore ouvertes. Je pense que vous aurez compris que je n'ai pas compris pourquoi on quitte la table des négociations sans même soumettre le dossier au Parlement, qui aurait pu être un appui, qui aurait pu l'accepter, et puis d'une votation populaire. On en est revenu, et sans plan B, pardon. On a quitté la table des négociations sans plan B. Maintenant, il s'agit de déterminer les options aussi possibles. Ce qui reste, à mon avis, évident, c'est que notre pays, c'était l'expression qui avait été employée au moment du Brexit. Ça m'avait beaucoup impressionné en disant que la Grande-Bretagne et l'Europe, dans la maison européenne, étaient tenues d'une maison où il y avait beaucoup de boulons communs et puis de fondements. C'était l'Institut Jacques Delors, si je me souviens bien, qui avait dit ça en disant mais jusqu'à ce que l'on défasse tous les boulons et tous les éléments, c'est pour ça qu'il faut trouver aussi une solution. Nous avons d'abord une économie complètement globalisée, internationalisée. Il faut toujours se rappeler quelles sont nos plus importantes exportations, quels sont aussi nos besoins en termes de libre circulation des personnes, quel est notre marché du travail aussi également, mais quelles sont les valeurs, et ça c'est l'élément, de temps en temps je trouve on ne parle pas assez, quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous défendons? Ce sont des valeurs occidentales, ce sont des valeurs défendues aussi par nos partenaires encore partenaires européens, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un accord sur la recherche, nous avons besoin d'un accord sur les échanges pour les étudiants, nous avons besoin d'un accord sur les assurances sociales, nous avons besoin d'un accord sur la médecine, nous avons besoin d'un accord sur l'énergie. Voilà, un certain nombre sont là. Les Européens sont conscients aussi, disons, de la place un peu particulière de l'Europe au centre justement de ce continent, de la nécessité, on n'est pas sans rien dans la négociation non plus, parce qu'on occupe une place aussi un peu particulière. De nombreux, je dis toujours, il faut se rappeler aussi le nombre de personnes qui chaque jour rejoignent notre pays aussi pour le monde du travail. Nous devons donc essayer de déterminer, de reprendre les négociations. Il s'agit de déterminer quelle est la meilleure forme possible. Moi, je ne suis pas tellement d'accord sur les haies, mais je pense qu'il y a un modèle qui est encore possible, qu'il faut effectivement reprendre. Ce qui ne va pas, c'est le statu quo. C'est évident, nous le savons tous. Ça ne va pas parce que l'Europe a compris aussi. Et l'Europe était, à mon avis, beaucoup mieux préparée que notre pays à une rupture des négociations. Ils sont extrêmement cohérents et durs avec nous maintenant. Parce que si on prend le domaine de la recherche et de la science, ce n'est pas un élément qui devrait être lié aux questions de la libre circulation. Mais ils font le lien. Et sur le plan, on peut bien le dénoncer en disant qu'il n'y a pas de lien, ils font le lien politique. Puis on peut bien dire, oui, mais la Turquie, elle a droit à cela, d'autres pays ont droit, mais pas nous. Ben oui, mais enfin, il faut être deux pour négocier. Oui, je pense qu'il faut l'interpréter comme une punition sur le coup, mais elle fait sens. Il faut, pas comme une punition, comme une position de négociation assez forte dans laquelle on dit on a compris, mais nous allons, au fur et à mesure maintenant des mois qui vont passer, voir ce que cela signifie. Nous avons déjà un problème sur la reconnaissance pour les medtech, donc les techniques médicales. Médical. Oui, médical, oui. Nous aurons un problème sur les accords de reconnaissance. Pour les grandes entreprises suisses, elles trouveront une solution, je pense. Elles installeront à l'étranger. Voilà. Mais pour les petites PME, qui sont dans des marchés de niche, mais qui ont besoin de l'exportation, ce sera plus difficile. De ce point de vue-là,
Et la guerre en Ukraine, parce qu'il faut quand même faire le lien avec ça, je crois, nous a démontré aussi que sur la question des valeurs, il n'y avait pas de choix possible. Et que ce choix était, disons, parce qu'il était évident, c'était celui qu'il fallait partager. Moi, je me suis étonnée, avant le début de la session, c'était lorsque le Conseil fédéral a annoncé les premières sanctions, premières mesures économiques. Je faisais partie de ceux qui estimaient qu'on ne peut pas hésiter et qu'il était évident que nous devions, et je n'ai pas aimé le terme de reprendre les sanctions européennes, mais nous associer aux sanctions européennes, ce qui est aussi, à mon avis, une autre démarche. Et là, vous avez dû entendre du coup les contre-attaques en disant « Mais la neutralité suisse, comment vous faites, Madame Chassot ? Est-ce qu'on la lance ? Est-ce que c'est une tradition ?» J'ai eu même un débat sur Facebook à ce sujet avec une personne. Pour moi, la question de la neutralité, il faut faire toujours la différence entre les règles de la neutralité. Elles sont évidentes pour la Suisse. Elles remontent au Congrès de Westphalie, mais encore au Congrès de Vienne, en particulier en 1815 aussi, où la question c'est il ne faut pas livrer des armes aux belligérants, il faut de ce point de vue-là aussi ne pas participer aux actions armées. C'est les règles de la neutralité, elles sont assez évidentes, elles déterminent un État neutre. Mais la politique de la neutralité, c'est autre chose. La politique de la neutralité n'empêche pas l'affirmation des valeurs que nous défendons, et lorsque ces valeurs sont violées, de dénoncer cette violation. Donc de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a pas de contradiction avec l'affirmation que la Suisse est un pays neutre. Je participe à la commission de politique étrangère. Normalement, on ne peut pas révéler les travaux que l'on mène, mais ça, je peux le dire parce que cela a été indiqué par notre président de commission au plénum lorsque nous avons discuté. Nous avons eu une discussion générale sur la guerre en Ukraine. Nous sommes en train de préparer un postulat pour demander au Conseil fédéral de redéfinir sa politique de neutralité. Je crois que la guerre en Ukraine nous a montré quand même aussi, de manière un peu aussi évidente, c'est une guerre interétatique sur le continent aussi européen. Il s'agit maintenant de redéfinir aussi et de donner les critères aussi de la politique de neutralité. C'est un travail auquel il faut maintenant s'attacher. Mais ce n'est pas parce qu'on est en train de travailler là-dessus qu'il ne faut pas, participer à l'effort sur les sanctions. Surtout, nous devons absolument éviter de devenir le back-office et la place arrière du financement de la guerre. On passe rapidement sur la Netflix parce que l'heure tourne un petit peu. Alors, comme dit précédemment, je me suis opposé au référendum lancé par les partis des jeunes Verts libéraux, des jeunes PLR et jeunes UDC. Donc, je vais me faire taper dessus après cet entretien. Mais ce n'est pas grave parce que je vais jouer l'avocat du diable. Parce que je sais que vous on en avait discuté, vous soutenez cette initiative sur la loi sur le cinéma, du coup, parce que c'est sur la loi sur le cinéma que nous allons voter. Ma question, c'est, du coup, je vais sous-entendre que les gens savent de quoi je parle, mais du coup, ma question, l'argumentaire que je vais vous lancer, c'est finalement, mais est-ce que c'est à l'État, maintenant, de dire aux consommateurs, vous devriez regarder du cinéma suisse, du cinéma européen, et est-ce que finalement, ce n'est pas une restriction fondamentale à sa liberté, parce que c'est l'argument qu'on entend le plus, fondamentale à sa liberté de dire, moi, je paye un abonnement, je le finance, et j'ai le droit de regarder le contenu disponible sur ce catalogue-là, qui m'intéresse si je ne veux pas regarder du cinéma européen, parce que j'ai ce cliché en arrière-pensée que le cinéma européen, c'est du cinéma d'auteur, c'est lent, ça ne m'intéresse pas, alors qu'il y a des productions hollywoodiennes tellement plus intéressantes. Est-ce que ce n'est pas mon droit le plus strict, moi qui paie aujourd'hui cet abonnement ? Il y a deux éléments. Et moi, je ne l'appelle pas la loi Netflix, parce qu'en fait, ça concerne l'ensemble des plateformes qui sont considérées, qui sont au cœur de l'argumentation développée par les opposants. Le premier, c'est la question de 30% de contenu européen sur les plateformes. Oui. 30% de contenu européen sur les plateformes. Je le dis parce que ça fait partie, le cas échéant, de l'accord Europe créative auquel nous aimerions participer, qui prévoit cette obligation, et l'ensemble des pays européens s'y est reconnu. Ils ne l'ont pas fait par hasard. Ils l'ont fait par hasard parce que c'est tout l'élément aussi de qu'est-ce qu'une politique culturelle, qu'est-ce qu'elle apporte à une société. Elle nous rappelle aussi qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble. Elle nous interroge sur nous-mêmes, sur notre lien social. Et se nourrir de cinéma, je dis comme ça, américain ou asiatique, n'est pas en phase avec notre quotidien, la réalité qui est la nôtre, et puis ces questionnements
qui doit nous avoir, parce que moi, je suis persuadée que la culture nous enrichit sur un plan personnel. Et je dis simplement que ces 30%, cela ne pose en plus aucun problème, parce que la plupart des plateformes l'ont déjà. Ceux qui ne l'ont pas sont à 28%, parce que nous sommes comme romans, nous regardons beaucoup du film français, voilà, donc, de ce point de vue-là. Après, le deuxième élément qui est le plus important, c'est celle de l'obligation pour ces grandes plateformes d'investir 4% de leur chiffre d'affaires dans la création cinématographique. Il s'agit pour elles d'une obligation d'investir. Donc il s'agit pour elles, et ça aussi c'est une obligation qu'on connaît partout dans les autres pays européens qui nous entourent en particulier, avec des taux beaucoup plus élevés que les 4% que nous connaissons si on prend la France. Mais qu'est-ce que signifie ça? C'est de faire en sorte que l'économie créative suisse ait les mêmes conditions cadres que celles des pays voisins européens. Il s'agit aussi de mettre sur pied d'égalité les télévisions suisses régionales qui aujourd'hui déjà financent, disons, les contenus en investissant eux-mêmes ou en payant une taxe également. Mais il s'agit aussi de faire en sorte que ces plateformes qui gagnent des montants relativement importants en Suisse, ou bien les télévisions étrangères qui ont leur publicité, je prends TF1 pour donner un exemple, qui est interrompu par la publicité suisse, qui ne contribuent en rien, disons, à la création cinématographique suisse. Et ce n'est pas seulement le cinéma, c'est aussi les séries, c'est aussi des contenus dans le cadre de soutien à des festivals, à des fondations qui s'occupent de la médiation cinématographique. Hein. Ça, on oublie aussi de le dire également, qu'elles contribuent à cet effort. Mais en fin de compte, et c'est là l'argument que je comprends le moins venant, je dis comme ça, de jeunes libéraux, si je peux me permettre, c'est de dire que de toute façon, ces montants, les plateformes les payent. Elles les payent quand elles les payent en France, dans les 22 ou 26% suivant les contenus. La différence, c'est qu'une partie de ce qu'elles payent en France, elles le payeront dorénavant en Suisse. Et là, je ne comprends plus, je dois le dire, je ne comprends plus du tout. Elles ne payeront pas plus, mais elles payeront tout à l'étranger. Quant à l'effet que cela aurait sur l'abonnement, disons, l'augmentation que vient de faire Netflix en décembre montre que ça n'a aucun lien avec les 4%, puisqu'ils l'ont augmenté alors même que. Et en plus, et c'est là où je trouve que des libéraux devraient aussi le dénoncer, il y a un prix suisse qu'aucun autre ne paye en Europe. Nous avons les taxes, les abonnements les plus élevés de l'ensemble de l'Europe. Je dois dire que l'on devrait plutôt, disons... Est-ce que ça ne leur donne pas un argument justement pour augmenter encore plus en disant, mais vous vous rendez compte que maintenant on a 4% en plus à financer et il faut bien que ça vienne de quelque part cet argent? Alors d'abord, ce n'est pas 4% de plus qu'ils financeront parce que ces 4%, ils les payent déjà dans ce qu'ils payent dans les autres pays européens. La différence, c'est que la partie qu'ils payent dans les pays européens, ils la prendront pour payer sur le marché suisse également. Leur chiffre d'affaires étant aujourd'hui déclaré à l'étranger pour la plupart, ils n'ont pas leur siège en Suisse. Le deuxième élément, c'est que moi, comme libéral, je crois aussi à la concurrence. Et je pense qu'il y a un prix maximum qui fait qu'on est prêt à payer. Et je pense que plus on a de plateformes, parce qu'on parle beaucoup, vous l'avez dit, Netflix, mais je crois que depuis lors, on a un certain nombre de plateformes sur Disney+, Apple, qui fait qu'il va y avoir vraiment une concurrence aussi sur le prix des abonnements. Je pense qu'avant d'augmenter... si augmentation de l'abonnement il y avait, ce ne serait pas compte tenu de cela. Après, est-ce que je peux venir sur la question du choix, parce que ça je trouve intéressant. Oui. On ne peut pas me forcer à regarder un film suisse. Oui, mais si vous ouvrez, parce que moi aussi je regarde dans Netflix et les séries également, je m'excuse, mais ce qu'on vous propose, ce ne sont pas vos choix individuels. Ce que l'on vous propose quand vous ouvrez, c'est, disons... Le gros catalogue massif américain. Le catalogue massif américain, mais qui a été choisi en fonction de ce que la plupart regardent aussi. Or, la culture, une fois de plus, elle devrait amener à la réflexion individuelle, au questionnement et aux éléments de ce type-là. Si tout le monde regarde toujours les mêmes contenus, il ne faudra pas s'étonner quand on nous parlera d'une américanisation de la société. Alors, je vais arrêter la Netflix simplement parce que moi-même, je trouvais schizophrénique de la part de mon parti d'avancer l'argument « j'aime l'Europe » et après, la moindre micro éventuelle taxe qui n'existe même pas encore, s'arrêter.
on continue. Pour terminer, je pense, avec le service citoyen, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur et qui tient au cœur aussi, je sais, certains jeunes du centre. Euh, on- Est-ce que c'est le moment? C'est-à-dire qu'on a une guerre en Ukraine qui s'active. On a le Conseil fédéral qui dit maintenant il nous faut plus de budget dans l'armée. Et vous avez le petit groupe ici qui dit écoutez, il faudrait que maintenant on mette le service militaire, le service civil, la protection civile au même niveau, que ce soit ouvert pour femmes comme pour hommes. C'est aussi dans le texte de l'initiative, ainsi qu'aux étrangers et éventuellement que d'autres services proposés par le Parlement soient aussi pris en compte là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez à première vue? Est-ce que c'est le moment où on a une guerre à nos portes? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter avec ces délires de libéraux et se dire maintenant c'est l'armée et maintenant on s'active, on met un état d'urgence et on finance et on achète encore plus d'avions? Vous voyez, c'est caricatural, mais est-ce que vous voyez le sentiment qui sort de la population? Alors, il y a 2 éléments, si je peux me permettre. Le premier concerne, le cas échéant, les budgets de l'armée. Mhm. Je voudrais les prendre indépendamment de la question du service citoyen. J'étais interrogée là-dessus. On me demandait s'il fallait 1%, 1,5% ou 2%. Et ma réponse, elle a été assez claire en disant mais l'augmentation, ce n'est pas la conséquence, c'est la prémisse. Pardon, c'est pas la prémisse, c'est la conséquence. Excusez-moi, j'ai inversé les termes. À savoir, il faut analyser les besoins, parce qu'effectivement, la guerre en Ukraine nous a révélé peut-être que les scénarios et les stratégies que l'on a développées n'étaient pas les plus évidentes et qu'il faut déterminer quels sont, disons, nos besoins et si on répond vraiment aux besoins. Et s'il y a besoin, je dis comme ça, d'une augmentation du budget militaire, on le fera. En tout cas, moi, je serais prête à le faire également. Et je trouve l'idée de mon président de parti a développé ce week-end dans la presse assez intéressante, c'est le fait de dire est-ce que le cas échéant de nos avions militaires ne pourrait pas aussi participer à une opération de maintien de la paix, notamment parce que probablement c'est quand même la question de la maîtrise de l'espace aérien qui sera aussi la question de la maîtrise de la souveraineté et de la paix. Cela étant, et je trouve intéressant parce que pour moi, ce que révèle aussi aujourd'hui la guerre en Ukraine, c'est le fait que chacun d'entre nous est membre d'une communauté et qu'il doit s'engager pour elle. Et cet effort, disons, lorsque l'on voit les images des Ukrainiens qui s'engagent dans toutes sortes de fonctions internes, ils ne sont pas tous non plus dans la question de la défense armée, mais qu'être citoyen d'un pays, c'est avoir des droits et des devoirs également. Et que ceux-là peuvent s'exprimer dans des tâches très différentes. Pour certains, ça peut être effectivement l'armée. Pour d'autres, c'est la protection civile. Pour d'autres, cela pourrait être un service citoyen. Mais je trouve important, et ce que je trouve important dans cette idée, c'est justement cette idée d'effort collectif que chacun doit faire, homme ou femme également. Parce que là, on attaque, je me permets une petite interruption, on attaque là-dessus en disant, mais vous vous rendez compte qu'infliger encore un service aux femmes alors qu'elles ont déjà, et on peut le montrer statistiquement, des difficultés sur le marché du travail à cause de l'éventuel congé maternité, cumuler le congé maternité avec tout à coup une obligation de servir pour les personnes qui auront choisi le service militaire, par exemple, ou même, peu importe, pour le service civil, est-ce que finalement, on ne va pas encore plus enfoncer la femme? Et est-ce qu'on peut se permettre de dire tous les citoyens devraient servir la patrie, comme vous le dites vous-même, à un niveau de devoir et d'obligation, quand tous les citoyens ne sont pas mis, en tout cas sur le marché du travail, au même niveau pour le moment? C'est l'argument que j'entends le plus et que je trouve le plus pertinent, honnêtement. Si ce n'est que l'entrée sur le marché du travail n'est pas plus compliquée en début d'activité pour les hommes et pour les femmes. Or, on parle d'un service citoyen qui... Après, il faut justement discuter de la forme, de la durée et du moment de ce service citoyen. Dans la mesure où vous le faites au début de l'entrée dans l'âge adulte, vous ne portez pas, à mon avis, atteinte à la question de l'entrée dans le monde professionnel. Les autres questions qu'il faut aussi séparer ont trait effectivement à l'égalité homme-femme et à la prise en charge d'un certain nombre de tâches ultérieurement.
moi je trouve, c'est aussi une question d'égalité, je le dis aussi clairement aussi, de cet engagement, et je n'aime pas pour la patrie, parce que c'est pas que je ne sois pas patriote non plus, mais pour la collectivité, la communauté. Elle a besoin de notre engagement à tous, et cela va de pair aussi avec une réduction que nous voyons dans nos sociétés du bénévolat, de cet engagement aussi pour les autres, qui donne l'humanité, je trouve, à notre société. Et j'y voyais, moi, dans ce service citoyen aussi, cet aussi élément, bien sûr, il ne sera pas totalement gratuit, mais quand même de ce service que l'on rend aussi aux autres en étant conscient que cela est une base nécessaire à une société plus humaine et plus juste et plus équitable aussi. Et je n'ai pas de doute que l'on trouverait de nombreux services à remplir dans cette société pour des jeunes de l'âge de entre 18 et 20 ans. Je serais à mon avis, on m'a indiqué qu'ils étaient en train de finaliser les éléments. Moi, je prônerais un service de quelques mois qui ne met pas en cause non plus, si vous voulez, la poursuite des études, mais qui permet aussi, à un moment donné, de peut-être d'apprendre aussi quelque chose. Et je trouverais formidable, je le dis aussi parce que comme ça je peux l'exprimer, qu'elle ait lieu dans une autre région que celle où l'on habite, pour aussi montrer l'importance de la diversité linguistique et culturelle. Je vais gentiment arrêter là parce que je vous ai fait une promesse qu'il était bientôt 10h30. Je veux juste vous demander, pour terminer cette interview, un petit mot sur le futur, c'est-à-dire, vous avez le choix, soit vous donnez un conseil pour nos prochaines générations, c'est quelque chose que j'emprunte à Thinkerview pour ceux qui connaissent, soit vous nous donnez un élément artistique, vu que voilà, on n'est pas revenu sur votre carrière dans la culture, ce n'est pas grave, je pense qu'on a quand même survolé beaucoup d'éléments. Un élément artistique, un livre, un film, une pièce de théâtre, quelque chose que vous nous conseillez, que vous trouvez important aujourd'hui. Voilà. Étant donné mon passé, je vais vous donner une lecture et une écoute musicale. Alors, le livre, c'est Nina Berberova. C'est une écrivaine russe du début du XXe siècle. Le livre s'appelle Le livre du bonheur. C'est un livre écrit en 1936. Je trouve que c'est un livre magnifique que j'ai relu maintenant aussi, évidemment aussi étant donné l'actualité. À quel point, à partir d'un drame qui est le suicide d'un de ses amis musiciens, l'héroïne du livre fait défiler le fil de l'histoire et de la mémoire pour reconstruire un bonheur. Et voilà, il faut un peu, je trouve, en ces temps difficiles, un peu aussi d'optimisme et de dire que nous espérons que nous allons vers des temps meilleurs. Puis la musique, nous sommes avant Pâques, et voilà, les jeunes l'entendent peut-être moins, mais c'est une œuvre tellement magnifique. C'est la Passion selon Saint Jean de Bach, qui aussi nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est une œuvre magnifique. Et deuxième, parce que c'est ce que j'écoute un peu en boucle actuellement, c'est Multitude de Stromae. Je trouve ça très fort. Je trouve qu'il nous fait partager des expériences très intimes, mais qui sont universelles aussi. Isabelle Chassot, merci. Merci à vous. Et voilà, c'était le premier épisode de Politicus avec Isabelle Chassot. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir suivis jusqu'ici. Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau micro afin d'éviter ce petit problème de machine à laver. L'épisode 2 arrive très bientôt avec des invités aussi passionnants, locaux, fribourgeois, de tout parti, de tout type d'association. Il y a une liste qui est en train de se construire et qui est assez variée, assez riche. Donc je vous remercie et je vous tiens à l'antenne.